Ouais, parce que c'est important de regarder aussi ce qui se passe près de chez nous. Bienvenue dans Si on parlait. Du lundi au vendredi, on vous donne la parole à 19h15, 20h15 et 23h15. Aujourd'hui, avec nos invités, on va parler d'un sujet qui fait parler justement, l'accueil des migrants en Isère. Et puis de l'Université de Grenoble qui lance un nouveau magazine gratuit à destination du grand public. Et pour parler de ces sujets, je reçois Lise Dumazy, la présidente de l'Université Grenoble-Alpes. Bonjour. À côté de vous, Jean-Sébastien Faure, photographe. Bonjour. Belles lunettes bleues. Comme ça, c'est mieux. Ouais, comme ça, c'est pas mal. Merci. Je suis jaloux. Également sur ce plateau, Doussou, jeune réfugié originaire de Guinée. Bonjour. Bonjour. Et puis Bernard Pouillet, organisateur des premiers états généraux des migrations qui auront lieu ce samedi à Grenoble, à la MC2. En quoi va consister cet événement, Bernard? Eh bien, écoutez, c'est une journée de débat avec des experts venus d'un peu partout, mais à partir d'un travail effectué par le tissu associatif grenoblois, par les migrants, qui vont interpeller les experts. Donc, nous aurons aussi des éléments un peu plus détachés du débat, avec un film de Marie-Vonne Arnaud qui est passé à 2 reprises sur l'île de Lesbos et qui a filmé l'arrivée des migrants à Lesbos, et puis une lecture de Daniel Pénac, Eux, c'est nous, qui sera présent. Et enfin, pour tirer les conclusions de cette journée, la présence de Daniel Cohn-Bendit. Alors c'est un événement, c'est une première, un événement que vous voulez installer dans le paysage local. Il y a un tram qui tourne, d'ailleurs, on en voit quelques images depuis quelques jours sur l'agglomération Grenoble. Je pense que c'est le tram qui ira à la MC2. La présence de Daniel Cohn-Bendit qui parle à un grand nombre de personnes, c'est une personnalité reconnue. C'était important d'avoir comme ça un porte-parole? C'était important parce qu'il ne pratique pas la langue de bois. C'était important parce qu'il est à la fois franco-allemand et qu'en matière de migration, la comparaison avec l'Allemagne a du sens. Et c'est important parce qu'il faut, sur ces questions-là, porter une parole qui soit une parole d'échange, de réflexion, qui aide à déconstruire les préjugés. Et la plupart des experts qui seront en débat le permettront. Et je pense qu'on repartira avec une meilleure connaissance de ce qu'est la situation des migrants et de ce que fait ou ne ce que ne fait pas suffisamment notre pays. Ouais, l'idée, c'est pas de faire uniquement un focus sur ce qui se passe en Isère, mais vraiment un état des lieux au niveau national. On peut se demander pourquoi à Grenoble, ce n'est pas la ville la plus emblématique sur ce sujet. C'est peut-être la ville qui est emblématique avec la capacité qui serait la sienne d'organiser échanges et réflexions. C'est une ville où il y a un engagement de la part des collectivités locales sur cette question des migrants. C'est une ville où il y a un tissu associatif formidable sur ces questions. Migrants en Isère, la PARDAP que je préside et d'autres associations, la CISEM, un autre collectif. Enfin, il y a vraiment une réflexion, une action sur cette question. Il y a une présence forte des migrants. Il y a la présence de l'université et des milieux culturels qui s'engagent pour ouvrir la réflexion et ne pas rester sur des idées reçues en ces matières. Lise Dumazy, vous interviendrez d'ailleurs au cours de cette journée de samedi. Oui, tout à fait, j'interviendrai parce que je peux porter témoignage et je souhaite porter témoignage de la façon dont l'université s'est emparée de ces questions, à la fois, je dirais, de manière concrète. Il y a eu un grand élan de solidarité pour essayer de trouver des moyens d'améliorer la situation des migrants, des réfugiés, de les insérer au mieux, de leur apprendre, de leur enseigner le français, de les insérer au mieux quand ils le veulent et qu'ils le peuvent dans nos formations. Et puis, il y a un travail de réflexion qui est fait dans l'université sur ces questions des migrations, déjà depuis un certain temps, et qui a pris, je dirais, un nouvel essor avec justement les questions sociales qui sont soulevées par l'accueil des migrants et des réfugiés en France et en Isère et à Grenoble. Et puis vous avez également, depuis quelques mois, des migrants qui résident sur le campus universitaire. C'était un des lieux d'accueil en Isère choisis par l'État dans des résidences universitaires ou anciennes résidences universitaires. Comment ça s'est passé justement cette arrivée? Ça s'est passé, je dirais, de façon à la fois tout à fait calme et ouverte. Les migrants sont arrivés il y a quelques semaines, effectivement, une centaine par petits groupes en fait, 3 groupes différents. Qui sont arrivés successivement. Et je dirais que l'université, il y a eu beaucoup de bonne volonté dans l'université qui se sont portés à leur rencontre pour essayer d'imaginer des moyens de les intégrer et de leur apporter du soutien.
On sait que dans certains endroits, il y a une réticence assez forte de la population. Est-ce que là, les étudiants ont eu la même attitude ou finalement sont Pas du ouverts? tout, pas du tout. Il n'y a eu aucune réticence, au contraire. Au contraire, je dirais qu'il y a eu vraiment un élan de solidarité plutôt. Alors Doussou, vous participerez également à cette journée de samedi. Vous représenterez les migrants, les réfugiés. Vous êtes arrivé, je crois, sur la région grenobloise il y a 2 ans. Oui, bientôt 2 ans, le 23 décembre. Vous veniez d'où? De la Guinée-Conakry. Et pourquoi vous avez voulu venir en France? Bon, en fait, je n'ai pas choisi pour venir comme ça, mais c'est dû à des problèmes. J'ai dû quitter mon pays parce que j'étais en danger. Donc, je ne pouvais pas rester là-bas. Il fallait que je quitte. C'est pour cela que je me suis retrouvée en France. Et heureusement, je suis tombée sur un compatriote qui m'a conduit jusqu'à Grenoble parce que j'ai atterri à l'aéroport Charles de Gaulle, à Paris. Donc vous avez pu rejoindre la France, on va dire, par des moyens de transport traditionnels. Vous n'avez pas eu besoin de mettre votre vie en jeu comme on le voit en ce moment en Méditerranée. Moi, je peux dire j'ai eu la chance, quoi. Ça a été une chance pour moi. Parce que quand je suis arrivée, j'ai appris pas mal de trajets que mes amis ils ont traversés. Vraiment, c'est horrible, quoi. Ils ont risqué leur vie, vraiment. Mais par contre, pour moi, c'est vraiment une grande chance. Tu vois? Vous connaissiez Grenoble quand vous étiez en Guinée? Vous avez jamais entendu parler? Jamais. C'était ma toute première fois. Le monsieur, quand il a dit même, moi j'habite à Grenoble, j'ai dit, moi, l'essentiel est que c'est d'avoir un toit. Juste un toit où rester. Alors comment ça s'est passé justement votre arrivée à Grenoble? Vous avez été accueilli par qui? Vous aviez donc des relations, des amis sur la ville? Ouais, ça n'a pas été facile parce que la personne d'abord qui m'a accueilli, c'était une personne qui ne savait pas comment ça se passait d'abord l'asile. Et parce que lui, dans l'environnement où il était, il y a pas mal de gens qui ne savent pas c'est quoi la demande d'asile. Donc il a fallu beaucoup de temps pour se renseigner. Et après, en ce moment, c'est la relève qui s'occupait des gens. Et il m'a tout de suite conduit à la relève. Et c'est à la relève qu'ils m'ont aidé. Ils ont pris tout de suite un premier rendez-vous à la préfecture. De la préfecture, ils m'ont dit, il faut que tu repartes avec la relève. Ils vont essayer d'écrire un récit. Tu vas tout expliquer, pourquoi tu as quitté ton pays et pourquoi tu es en France. Et maintenant, à partir de là, ils vont envoyer ton dossier à l'OFPRA. Et c'est là-bas, après l'OFPRA, on passe à la CNDA. La Cour nationale du droit d'asile. C'est un peu le parcours du combattant, oui. Bernard, quand même. Quand on arrive et qu'on veut être connu en tant que réfugié. Oui, parce que c'est compliqué. Très compliqué. Et ça, pour nous faciliter la tâche, pour tout migrant, la seule solution, c'est d'intégrer les associations. C'est fréquenter beaucoup les associations, s'approcher des associations, faire vraiment de bénévolat, poser des questions. Il ne faut pas rester enfermé sur soi. Parce que si moi, je restais comme ça, je n'allais pas y arriver. Et jamais. Parce que déjà, les coutumes diffèrent. Les traditions, les cultures, c'est vraiment différent. Et toi, tu viens d'ailleurs, si tu restes enfermé, tu t'en sortiras pas. Vous parliez français en arrivant Ouais, déjà, la Guinée, c'est un pays francophone. Ouais, donc, Vous avez vécu de quoi à Grenoble? Parce qu'on ne peut pas travailler quand on débarque comme ça, sans un statut... Même quand on reste, on n'a pas le droit de travailler. On n'a pas le droit de travailler? On n'a pas le droit, ouais. On n'a vraiment pas le droit. Il faut vraiment que tu arrives à traverser à l'OFPRA. Si ça a marché, oui, là, tout de suite, la préfecture peut t'accorder un droit de travailler, de rester. Ou soit la CNDA. Au cas contraire, si tu es débouté, tu t'imagines, tu peux rester pendant des années, quoi, sans rien. Tu es là, mais tu n'as pas quoi de vivre. Parce que j'ai pas mal d'amis qui ont été déboutés de la situation, et puis voilà, quoi. 75% des demandeurs d'asile sont déboutés. Ouais. Et donc sont censés normalement retourner dans leur pays, voilà. C'est la loi. Mais la France oublie qu'on ne peut pas se retourner. Ils ne savent pas pourquoi on est là. Mais on n'arrête pas de les dire. On n'est pas venu ici parce que la terre, elle est grasse. C'est parce que nous fuyons des problèmes. Il faut que la France comprenne ça. Et s'ils nous forcent à rentrer, soit on se tue ici, parce que ça revient au même. Vous imaginez pas vous repartir dans votre pays ça... Non. Parce que j'ai fui un danger. J'ai fui le lion. Et vous voulez me remettre encore dans la bouche du lion? Ah non. Je préfère mourir ici. Aujourd'hui, 2 ans à peu près après votre arrivée, vous avez quel statut? Moi, j'ai une protection subsidiaire, c'est-à-dire une protection internationale. C'est à peu près le même droit que celui d'un statut de réfugié. Seulement la différence, celui qui a une protection subsidiaire, il a une durée d'1 an. Et la personne qui a une protection réfugié, voilà, statut de réfugié, c'est 10 ans. Et moi,
comme j'ai une protection subsidiaire, je dois attendre 5 ans pour demander une carte de 10 ans. Tous les ans, elle doit renouveler. Voilà, c'est c'est-à-dire renouvelable. autant de procédures, de difficultés, d'incertitudes, de remise en cause, etc. Il y a beaucoup de personnes, Bernard, comme Doussou, sur l'agglomération grenobloise. Vous avez arrivé à estimer le nombre de migrants et de réfugiés C'est ce qu'on peut dire, c'est que déjà Doussou, elle est dans un statut presque privilégié. Elle a un statut de quasi-réfugié. Il y a beaucoup de personnes, effectivement, qui sont sans droit, soit parce qu'ils sont demandeurs d'asile avec de toutes petites protections, soit parce qu'ils sont demandeurs de titres de séjour. Et des demandeurs de titres de séjour, il y en a à peu près 2 ou 3 000 qui sont sur l'agglomération, et dont la plupart n'ont aucun titre, ni allocation, ni logement, et avec cette circonstance aggravante que, sauf exception ou accord de la préfecture, ils n'ont pas le droit de travailler. C'est-à-dire qu'on dit à des gens, intégrez-vous, vivez en France, faites vivre vos familles, etc., mais ne travaillez pas. Et on arrive à ce paradoxe extraordinaire, Doussou l'a dit, que les migrants chez nous sont bénévoles. Ils sont bénévoles dans les associations, ils sont bénévoles à la ils peuvent pas faire autre chose. Et parce qu'ils ont besoin de s'occuper. Ouais. Jean-Sébastien, vous en avez rencontré beaucoup également des migrants qui vivent sur l'agglomération grenobloise, puisque vous avez entrepris un travail photographique avec eux. C'est parti d'où ce projet ? Des images vues dans les médias, beaucoup de photos, beaucoup de films qui veulent nous susciter une certaine peur, une peur de l'autre en fait, de voir arriver ces gens par masse dans des frontières avec ou de la peur et de la misère dans les yeux, avec des sacs, des enfants. Et en fait, moi, ces images, je les ai pas supportées. Et puis, on dit des réfugiés, on dit des migrants, mais on oublie, enfin, je pense que derrière ce mot, on oublie qu'il y a des vies. Il y a la vie de Youssou, il y a la vie d'enfants, de familles. Et donc, moi, voilà, j'ai souhaité les rencontrer, j'ai souhaité les photographier, rentrer dans leur intimité. C'est quelque chose de très banal, je voudrais dire. Pourquoi avoir peur de l'autre ? Ça, je saisis pas. Moi, c'est pas une chance, c'est de par mon éducation. On m'a appris à m'ouvrir et à écouter ce qui pouvait être dit ailleurs. Et j'ai du mal à comprendre qu'on puisse avoir peur de l'autre. Donc si je vais les photographier, c'est aussi pour montrer que, d'abord, tous les migrants qu'on voit sur ces images-là, ils ne vont pas tous débarquer à Grenoble. Et puis, déjà, dans notre quotidien, ils sont là. Ils vivent avec nous quand vous accompagnez votre enfant à l'école, quand vous prenez le tram, quand vous faites vos courses. Il y a des gens qui sont migrants. Et les migrants, ce n'est pas forcément des gens de couleur. Moi, je viens de Bordeaux. Je pourrais me considérer comme migrant. J'ai débarqué en 93 à Grenoble. J'ai aimé la ville, les gens, l'accueil qu'on m'y a fait, qu'on m'a offert. Et je suis resté ici. Après, c'est quoi ? C'est parce que je suis blanc, on m'a jamais demandé d'où je viens. Mais moi, si vous me dites c'est quoi l'eau, pour moi je vous dis l'eau, c'est l'océan. Demandez à un Grenoblois c'est quoi l'eau, on va vous dire c'est un torrent, c'est un lac. Donc dans le même pays, on n'a déjà pas la même culture, enfin on n'a pas le même mot. Mais seulement comme je suis blanc, on va rien me dire. Et si parce qu'on est noir ou parce qu'on a une autre religion, on doit faire une différence, on doit s'écarter, non. Donc du coup, oui, c'est un peu un acte politique, moi, ce travail-là, que je souhaite dans le bon sens du terme. Rencontrer ces gens, les photographier, me faire accueillir et accepter par eux dans leur quotidien, pour, au travers de ces photographies, montrer qu'ils sont là et qu'il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger. Alors, au contraire. On voit certaines de ces photos qui seront exposées ce samedi à la MC2. Oui. Et le travail n'en est qu'à son début. Vous avez l'intention de prolonger ça dans les mois qui viennent. Oui, parce que, alors c'est vrai que moi aussi, je parle de travail, mais j'ai envie plus de dire, j'aurais presque envie d'employer le mot aventure humaine. Moi, je rencontre des gens, j'ai envie de continuer de les fréquenter, j'ai envie de continuer de m'enrichir et de partager avec eux des belles histoires. Donc là, ça fait 4-5 mois que je les fréquente et c'est ce que j'aime bien dire, on est un petit peu comme le renard et le petit prince, on est encore un petit peu dans la passe on est en train de s'apprivoiser, donc je rentre chez eux petit à petit, de temps en temps ils viennent un petit peu à la maison, il y a ce jeu-là. Donc moi, je les photographie, ils me laissent rentrer chez eux, de les photographier. Et dans une deuxième partie de ce projet-là, moi, je vais leur remettre un appareil photo pour qu'eux, ils photographient aussi leur quotidien, c'est-à-dire leur propre regard. Moi, je vais avoir un côté esthétisant. Je suis photographe, j'ai envie que la photo soit belle, dise vraiment des choses de telle ou telle manière. Eux, ils vont prendre leur quotidien. Je n'ai aucune idée de comment ça va être, mais je pense que ça va être brut, ça va être vraiment des paroles. Et quand on va mettre ces deux regards côte à côte, je pense qu'il y aura vraiment quelque chose d'intéressant à regarder et à partager, oui. Alors on peut déjà découvrir donc une partie de ce travail photographique ce samedi à l'occasion de ces premiers états généraux. Lise Lumazy, je reviens vers vous, puisque l'actualité est chargée en ce qui vous concerne. L'Université de Grenoble a lancé cette semaine ce magazine que j'ai là, qui s'appelle Auteur, avec un H. C'est une première pour la fac de se lancer dans un projet comme celui-là.
Pour l'Université Grenoble-Alpes, oui. On n'avait pas eu, chaque université séparément ne l'avait pas fait, en fait, et du moins pas à cette hauteur-là. Là, on veut effectivement faire un numéro trimestriel, donc 4 numéros par an. Et on veut profiter de l'interdisciplinarité, de la pluridisciplinarité qui est maintenant la nôtre pour pouvoir traiter des sujets scientifiques, des sujets de société, des sujets de sciences en société, en fait, et exporter vers le grand public les réflexions que les universités peuvent porter sur ces sujets. Est-ce que ce n'est pas un magazine dédié aux étudiants ou au personnel de l'université? C'est vraiment, justement, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas bien ce qui se passe à l'intérieur de l'université grenobloise. Tout à fait. C'est un magazine qui est fait pour le grand public, pour le public grenoblois, isérois, pour commencer, pour tous ceux qui nous entourent. Il est gratuit. On va le distribuer largement. Il a été fait entièrement dans l'université, sauf l'impression et la distribution, avec nos graphistes, avec nos directeurs et avec de publications et avec nos chercheurs. Et le premier numéro est donc sur les robots, parce que la robotique est importante à Grenoble, aussi bien sur le plan technologique que sur le plan des sciences humaines et sociales, qui réfléchissent avec les chercheurs en sciences et en santé sur la manière dont les robots vont pouvoir être, je dirais, participer au progrès social, mais aussi sur les dangers qu'il y a éventuellement à travailler. Ils vont changer nos vies, mais ils font peur aussi, ces robots. Voilà, sur les dangers qu'il peut y avoir à travailler techniquement sans éventuellement s'interroger sur la façon, en effet, dont les robots vont changer nos vies et la façon dont il faut le faire. Donc il y a vraiment dans l'Université de Grenoble et dans le site de manière générale, ensemble universitaire de Grenoble, des forces dans toutes les disciplines sur la robotique, et ça nous permet de sortir ce numéro. Serons-nous à la hauteur des robots? C'est l'une des interrogations de ce dossier, une interrogation un peu philosophique presque. Il n'y aura pas que des sciences pures et dures. Il y a des sciences humaines, notamment le grand entretien que vous consacrez sur ce premier numéro à un chercheur grenoblois, Laurent Bègue. Voilà, Laurent Bègue, qui est un psychologue et qui effectivement s'interroge sur la violence, les simulations de la violence, et notamment à travers les jeux vidéo. Professeur de psychologie sociale, notamment à travers les jeux vidéo, voilà, avec peut-être des constatations dont certaines seront attendues et d'autres peut-être plus surprenantes, mais qui s'interrogent vraiment à partir de sa propre discipline, la psychologie sociale. Alors c'est un chercheur, Laurent Bègue, mais c'est également un showman, un chanteur. J'ai retrouvé quelques images en préparant cette émission de lui. C'est lui avec la guitare à Harvard, la célèbre université américaine. Il était parti là-bas récupérer un prix, l'IP Nobel, une sorte de prix Nobel un peu décalé, justement pour ses recherches autour de la violence, des liens entre l'alcool, la violence, les jeux vidéo. Alors, je ne sais pas s'il fait le show comme ça avec ses étudiants, mais j'imagine qu'il peut remplir les amphis. Bon, voilà pour le petit clin d'œil. En tout cas, ce magazine est à découvrir là, dans les jours qui viennent gratuitement. La semaine a été chargée au niveau de l'université grenobloise. Il y a eu plusieurs manifestations, notamment en début de semaine. Oui, nous avons des étudiants contractuels, des emplois étudiants qui occupent donc un emploi, en particulier en bibliothèque, mais pas que, qui se sont inquiétés du paiement du travail qu'ils font. Nous souhaitons développer les emplois étudiants et nous le faisons. Nous allons augmenter le nombre d'emplois étudiants parce que nous pensons qu'effectivement c'est mieux pour les étudiants de travailler à l'université que de travailler chez McDo quand ils ont besoin de travailler pour payer leurs études. Il est vrai qu'avec le passage à l'université Grenoble-Alpes, on avait changé le système de paiement qui se faisait mensuellement dans des universités et qui là était devenu un paiement trimestriel. Et donc l'information est sans doute mal passée, en tout cas pas passée auprès de tous, et donc certains se sont inquiétés de savoir s'ils seraient payés ou pas, ce qui est évidemment une inquiétude tout à fait légitime, mais c'est un sujet que nous avons, qui m'avait été signalé, une inquiétude et un problème qui m'avait été signalé déjà plusieurs semaines auparavant, et nos services ont entrepris de rectifier la situation, de payer les étudiants et d'essayer de tout mettre en œuvre pour pouvoir les mensualiser à partir du début de l'année prochaine. Donc c'est rentré dans l'ordre, ils n'ont plus normalement d'inquiétude à avoir là-dessus. En principe, non, voilà, c'est en main. Ça représente combien d'étudiants aujourd'hui c'est quoi, des dizaines, des centaines? Plusieurs centaines qui travaillent tout à fait. À l'université, on va dire,
de façon professionnelle pour gagner Voilà. de quoi financer leurs études. Merci à tous les quatre, en tout cas, d'être venus. Rendez-vous donc ce samedi à la MC2 aux premiers états généraux des migrations. Et puis deux petites infos, puisqu'on parlait d'étudiants. Il y a le salon d'étudiants qui se déroule aussi vendredi et samedi. C'est à Alpexpo, si vous voulez trouver votre voie universitaire. Et puis une conférence sur les flux migratoires en Méditerranée aura lieu mardi 6 décembre de 14h à 17h à l'IEP, donc toujours sur le campus, avec des dirigeants d'associations humanitaires autour du médecin Pierre Micheletti. Voilà, nous on se retrouve demain pour une autre émission. Bonne soirée.